Ce qui fait la beauté de certains faits, c'est qu'ils sont inexplicables et pour certains depuis des siècles. Malgré les avancées technologiques et scientifiques, je suis sûr qu'il restera toujours un tas de faits qui resteront tout bonnement des énigmes qui fascineront le monde. Et je parle de mystères qui reposent sur des faits qui laissent vraiment perplexes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aborder 5 mystères inexplicables qui ont tous leur nombre d'hypothèses importants mais qui n'ont jamais laissé de réponse exacte. Je vous laisse donc avec ces histoires. Le pont d'Overtoun. Situé près du village de Milton en Écosse, le pont d'Overtoun est le lieu d'un triste mystère. Un pont qui semble être aussi hanté que les châteaux qui font la réputation du pays. Plus de 600 chiens se sont jetés de l'édifice, toujours du même côté, et absolument rien ne distingue à première vue ce pont d'un autre. Le pont a été construit il y a plus d'1 siècle et l'édifice est devenu célèbre pour le mystère qui l'entoure et la malédiction qu'il fait poser sur les pauvres chiens. En effet, parmi les 600 canidés qui ont déjà sauté dans le vide depuis le pont, 50 d'entre eux ont trouvé la mort. Et la raison de ces sauts volontaires est complètement inconnue. Absolument personne n'est réellement en mesure d'expliquer ce troublant phénomène. Alors bien sûr, on a les adeptes du paranormal qui ont tendance à penser que le pont est hanté, personnellement, je n'y crois pas, que ce soit clair. Les gens qui ont eu le courage d'emprunter expliquent pour certains qu'en passant sur le pont, ils sentent comme une espèce de poussée d'air dans le dos, comme si quelqu'un voulait les propulser par-dessus le pont. De toute façon, l'Écosse est une terre de légende et ce pont n'est qu'une manifestation de l'étrange supplémentaire. Le pays est déjà célèbre pour ses châteaux hantés et le monstre qui habiterait les eaux du Loch Ness, un monstre dont on aurait pu parler dans cette vidéo, mais qui est peut-être juste un petit peu trop connu pour qu'on le fasse en fait. Hormis les théories paranormales sur ce mystère, on a quand même des théories plus rationnelles. David Sands, un expert animalier, a une toute autre explication au phénomène de suicide des chiens d'Overtoun. Selon lui, c'est en fait la configuration des lieux qui serait responsable de cette hécatombe. Il prétend qu'il y a bien quelque chose qui stimule les chiens sur ce pont. Il dit, je cite, « Même nous ressentons beaucoup de choses sur ce pont. On peut voir la chute d'eau et la sentir, il y a l'odeur des plantes. Pour lui, ce seraient ces sentiments qui attiraient vers le vide. » Alors on pourrait peut-être penser que du coup les multiples sensations liées aux odeurs pousseraient peut-être le chien à sauter parce que chez eux l'odorat est beaucoup plus développé. Mais n'est-ce pas le cas autre part au niveau de l'attraction des sens? Pourquoi ce phénomène est unique au pont d'Overtoun? Mystère, mystère. Le mystère de l'homme de Somerton. Attention, là on arrive au plus gros mystère criminel peut-être de l'histoire du monde, même, mon préféré en tout cas, et quel plaisir de pouvoir vous conter cette histoire. Le 1er décembre 1948, le cadavre d'un homme est retrouvé sur la plage de Somerton en Australie. Il semble être âgé à peu près d'une 40aine d'années et possède une tenue assez lourde malgré la chaleur élevée et les policiers ne trouvent aucune pièce d'identité sur son cadavre. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été découpées au préalable. Bizarre, encore plus étrange encore, ses empreintes digitales et dentaires ne correspondent à aucun profil enregistré officiellement. L'autopsie du corps ne donne aucune trace de poison ou de substance mortelle. On suspecte la mort de cet homme causée par du strophantin qui est un poison glycoside rare issu des racines d'une plante africaine. A l'origine, il était utilisé par une tribu peu connue de Somalie dont les membres se servaient pour empoisonner les poings de leurs flèches, un poison qui du coup se dissout très vite après la mort, c'est pour ça qu'on suspecte l'utilisation de ce poison. Les policiers chargés de l'enquête sont complètement incapables de juger les circonstances de sa mort, et personne ne reconnaît l'homme de Somerton. Le mystère reste donc entier. Quelle est l'identité de la victime? Pourquoi est-elle morte? Et qui a découpé les étiquettes de ses vêtements? Pourquoi? L'affaire commence à faire parler d'elle et une photo de l'homme est diffusée à travers le monde, mais personne ne le reconnaît. Les investigations sont donc complètement paralysées. Et un mois après le début de l'enquête, une valise appartenant à la victime remplie de vêtements dont les étiquettes ont été enlevées est retrouvée. La police découvre en même temps une poche cachée dans le pantalon de l'homme de Somerton qui contient un petit morceau de papier sur lequel sont imprimés les mots Tamanchud, qui en perse désigne, selon les traductions les plus communes, tout est fini. Les enquêteurs identifient ce morceau de papier comme étant arraché et contactent la Bibliothèque nationale qui établit que ce morceau de papier a été en effet arraché d'un livre de poèmes intitulé Les Rubaiyat, écrit par Omar Khayyam. Son œuvre, rédigée et publiée au XIIe siècle, était devenue populaire en Australie durant la guerre. Après qu'une photo du morceau de papier ainsi que des informations concernant le livre aient été diffusées publiquement pour tenter du coup de faire avancer l'affaire, un homme finit par contacter la police pour leur dire qu'il a trouvé une très rare édition de l'ouvrage sur le siège arrière de sa voiture, la veille de la découverte du corps de l'homme de Somerton, la nuit du 30 novembre 1948. La police découvre un message mystérieux, codé à l'arrière du livre, 5 lignes de lettres, dont une barrée, ainsi qu'un numéro de téléphone sur la même 4e de couverture. Un numéro qui appartiendrait apparemment à une femme connue sous le nom de Justine, et qui se souvient avoir offert un exemplaire du livre de Khayyam à un homme qu'elle a connu à l'avant-guerre, Alfred Boxall. Alors du coup, les policiers se disent, c'est bon, trop de coïncidences, c'est pas possible, Boxall est l'inconnu de Somerton. Mais le problème, c'est que quand ils sont allés taper à la porte de Boxall, il était toujours vivant avec l'exemplaire de l'infirmière encore en sa possession. Et l'enquête reste toujours un mystère. Et de nouvelles investigations ont été menées à ce jour, et de nouvelles théories ont été avancées.
Je vous laisse quelques liens dans la description pour vous renseigner à ce sujet, cette affaire reste sûrement un des mystères criminels les plus poignants, étranges, insolites que le monde ait connu jusqu'à ce jour. Le 14 juillet 1518, Frau Trofea, strasbourgeoise, se mit à danser dans une rue de sa ville. Elle continua pendant environ une semaine, et 34 personnes l'avaient déjà rejoint. Et au bout d'un mois, c'est une foule de 400 personnes qui dansaient sans s'arrêter. Les autorités ne trouvaient rien d'autre à préconiser que davantage de danse pour soigner les possédés, si bien qu'à la fin de l'été, la plupart moururent d'attaques cardiaques ou d'épuisement. En fait, l'atmosphère n'avait vraiment, mais alors vraiment rien de festif. Les scènes étaient carrément terrifiantes, comme l'écrivaient les historiens. Les femmes, hommes et enfants atteints de cette étrange manie dansante, comme l'appellent aujourd'hui les historiens, criaient, imploraient de l'aide. Ils étaient complètement en transe, le visage tourné vers le ciel, leurs bras et jambes animés de mouvements spasmodiques, leurs vêtements trempés de sueur coulaient à leur corps. Et les cas se multipliaient comme se répand un virus, sémant la peur à travers toute la cité. Jusqu'à 15 danseurs succomberont chaque jour, victimes de déshydratation ou simplement d'accidents cardiovasculaires, dus à leurs activités sans arrêt. Et en réalité, cet événement très mystérieux a complètement fasciné les historiens et les épidémiologistes. C'est quand même très insolite comme épidémie, et la manie dansante de 1518 est la plus connue. Il y en a quand même eu d'autres. Par exemple, il y en a eu le 15 juin 1237 à Erfurt, le 24 juin 1374 aux Pays-Bas et à Aix-la-Chapelle, en 1417 et en 1418 en Alsace, et du coup on était 1518 à Strasbourg qui est la plus connue, et donc du coup la manifestation la plus grosse de cette manie dansante. Et pour l'anecdote, Paracels, qui est un médecin et alchimiste suisse, connu comme l'un des fondateurs de la toxicologie, est venu étudier en 1626 cette épidémie dansante et a même retracé la vie de Frau Trofea, donc qui est la première atteinte en fait de la manie dansante pour la compréhension de ce phénomène, qui reste aujourd'hui encore un grand mystère. L'incident du col de Diatlov. Le 23 janvier 1959, 10 jeunes étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural, 8 garçons et 2 filles, menés par Igor Diatlov, partent pour 2 semaines de ski de randonnée à travers le nord de l'Oural. Le périple est long d'une centaine de kilomètres et doit les conduire jusqu'au mont Otorten, qui est une montagne située à 10 km au nord du lieu du drame. À cette période de l'année, cet itinéraire est classé en catégorie 3, c'est-à-dire la plus difficile, et ces étudiants sont extrêmement expérimentés, ce qui n'a rien d'insurmontable pour eux, ils pensent. À mi-chemin, l'un d'entre eux tombe malade et doit rebrousser le chemin. Une chance pour lui, ce sera le seul à en revenir vivant. Plusieurs semaines après le début de leur périple, les corps des 9 victimes sont retrouvés dispersés sur les collines enneigées du col tristement nommé, du coup, le col de Diatlov. Certains des cadavres ne portent que leurs sous-vêtements, d'autres des chutes d'habits de leurs camarades. 2 corps sont blessés à la tête, 2 autres présentent de graves lésions internes à la poitrine. L'une des 2 jeunes femmes retrouvées n'a plus de langue. Des traces de radioactivité seraient même retrouvées par la suite sur leur corps, et plus étrange, les proches des victimes témoignent que leur peau présente un hâle orangé et leurs cheveux seraient d'une couleur grisâtre. Sur place, les secours en découvrent un camp complètement vide, mais les affaires des randonneurs sont encore là. La tente est à moitié détruite, entaillée de l'intérieur, comme pour permettre à une personne de s'en extirper. Des traces de pas sont encore présentes sur la neige, faites par des bottes, des chaussettes et des pieds nus, ce qui déjà par moins 20 degrés commence sérieusement à inquiéter les enquêteurs. Les empreintes mènent à la lisière d'un bois proche, et c'est là, sous un grand pin, que l'équipe de secours retrouve les restes d'un feu de camp et les 2 premiers corps. Georgi Krivonichenko et Yuri Dorochenko, pieds nus en vêtements légers en pleine neige. 300 mètres plus loin, gît le corps d'Igor Diatlov, d'où le nom du col, où il est allongé sur le dos, le visage regardant dans la direction du camp. En direction de la tente, les sauveteurs trouvent la dépouille de Roustem Slobodin, 150 mètres plus loin, celle de Zina Kolmogorova. Leurs mains sont brûlées. L'enquête officielle est rapidement clôturée en raison de l'absence de parties coupables. Les randonneurs sont morts des suites d'une force inconnue, mystérieuse. Vraiment. C'est comme ça qu'a été clôturée l'enquête à l'époque. Beaucoup d'hypothèses ont été formulées comme celle de l'attaque des indigènes autochtones Manzis qui pourraient avoir attaqué et tué le groupe car ils sont entrés dans leur territoire. Mais l'enquête prouve que la manière dans laquelle ils sont morts ne soutient pas du tout cette hypothèse. Les seules empreintes de pas sont celles des randonneurs et il n'y a aucun signe de lutte rapprochée. D'autres hypothèses sur l'affaire ont été avancées et je vous laisse des articles en description qui en parlent. Le seul vrai mystère que les familles des victimes ont voulu résoudre est qu'est-ce qui a poussé 9 randonneurs expérimentés à fuir leur camp au beau milieu de la nuit par moins 20 degrés en courant vers une mort quasi certaine. Au nord du Mexique, il y a la ville de Ciudad Juárez et elle abrite un mystère criminel ignoble. Entre 1993 et 2003, il y aurait eu environ 4000 meurtres de femmes, 400 femmes qui meurent chaque année. Et écoutez-moi bien, personne, mais absolument personne n'a pu identifier les responsables ni donner de réelles explications. Alors ces 4000 meurtres de femmes, des femmes
aussi disparues dont on n'a pas retrouvé le corps. Ça, je tiens bien à le préciser. Et là, aucune théorie liée au paranormal ou un esprit frappeur, simplement parce que pour le Mexique, c'est pas une situation qui est extrêmement étonnante, même si c'est horrible de dire ça, et malgré qu'elle frappe quand même de sa terreur. Les victimes sont généralement des ouvrières des milieux pauvres, venant d'autres régions du Mexique, en manque de repères, dont on retrouve le corps mutilé dans les faubourgs de la ville. Et le plus souvent, elles sont séquestrées, violées, étranglées, et elles semblent toutes avoir été assassinées selon un même mode opératoire. Et depuis 93, une dizaine de suspects ont été condamnés, mais les meurtres ne se sont jamais arrêtés et continuent toujours. L'incompétence et la corruption des autorités locales sont dénoncées par de nombreuses organisations, et les policiers sont soupçonnés de couvrir les narcotrafiquants qui pourraient être responsables de certains des meurtres de ces femmes. D'ailleurs, Robert Hessler, qui est un grand détective du FBI à l'origine du terme serial killer, pour l'anecdote, quand il est venu enquêter en 98, on a conclu que les crimes étaient l'œuvre de 2 tueurs en série distincte. Mais devant l'impunité de cette tragédie, on peut penser qu'il est fort probable que les meurtriers soient beaucoup plus nombreux, et les mobiles aussi. Trafic d'organes, orgies sanglantes, rituels occultes comme dans le cas de cet homme en 2008 qui déclara avoir tué 8 des victimes en offrande à Satan. Et en fait, ce qui est particulier à Ciudad Juárez, c'est que ce nombre important de mobiles à ces meurtres, il y en a une concentration très importante, vue nulle part ailleurs dans le monde. Et le problème, c'est que dans cette affaire, malgré la concentration importante de meurtres de 93 à 2003, les meurtres en fait continuent, vraiment, il y en a encore, et les mortes de Juárez augmentent. Cette ville est considérée aujourd'hui comme la terre de la criminalité et même la ville la plus dangereuse du monde il y a quelques années, la capitale mondiale du meurtre, on l'appelle. En attendant, l'identité des malfaiteurs et les réelles motivations de ces massacres restent aujourd'hui un grand mystère. C'est bon, je crois que nous venons d'écrire la première page du long roman que sera Enigma. Aujourd'hui, c'est mon projet et il ne fait que commencer. Ce projet fonctionnera uniquement sur vos partages et votre soutien pour cette nouvelle émission. C'est mon ultime carte sur YouTube et je vais y mettre vraiment toute mon énergie. Mais n'oubliez pas, le monde est plein de mystères, il existe toujours une réponse, à nous de la trouver.